Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce webinaire organisé par l'Espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, le REPL, webinaire consacré aux directives anticipées et personnes de confiance en EHPAD. Webinaire également visible sur la chaîne YouTube de l'EREPL. Ah, voilà, le petit côté technique. Donc, webinaire visible sur la chaîne YouTube de l'EREPL. Juste un petit mot avant que nous commencions. Il y a beaucoup d'actualités sur les EHPAD. Je voulais préciser que, à vous qui nous regardez sur YouTube, vous pouvez participer au webinaire en envoyant vos questions. Toutefois, on n'est pas sur l'actualité des EHPAD, Orpea et ainsi de suite. On n'est pas sur de l'EHPAD bashing aujourd'hui. On a bien un thème, c'est celui des directives anticipées et des personnes de confiance en EHPAD. Toute autre question sur les EHPAD ne seront pas prises en compte. Il y aura peut-être des webinaires consacrés sur ce sujet plus tard, mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Directives anticipées et personnes de confiance en EHPAD, donc avec nos invités, je vais vous les présenter dans quelques instants, mais pour l'instant, je vais laisser la parole à Miguel Jean, qui est le directeur de l'EREPL, et Aurélien Dutier, qui est chargé de mission. Je pense que c'est vous, Miguel, qui allez commencer. Oui, oui, j'ai ce privilège de pouvoir remercier les intervenants de participer à ce 10e webinaire organisé par l'Espace de réflexion éthique, et puis remercier aussi tous les participants qui vont nous rejoindre via le canal de YouTube. Alors, vous l'avez rappelé, l'actualité des EHPAD est très riche en ce moment, très, très tumultueuse, mais le webinaire qu'on organise aujourd'hui avait vocation à répondre à une question précise autour de personnes de confiance et directives anticipées, mais ce qui n'exclut pas que nous organisions bientôt un webinaire spécialement consacré à la bientraitance et à la maltraitance dans les établissements médico-sociaux, d'ailleurs pas seulement les EHPAD, mais plus largement les établissements médico-sociaux. Mais ce n'est pas l'actualité du jour, et je cède la parole à Aurélien Dutier pour quelques mots d'introduction supplémentaires. Oui, merci à tous nos intervenants d'être présents pour cette thématique qui est effectivement très riche. Et puis, comme d'habitude, l'idée, c'était de pouvoir peut-être, sans dévoiler les différents éléments, les différents enjeux éthiques, mais de proposer peut-être quelques pistes de réflexion sur ce sujet des directives anticipées. Parce que voilà, la mise en place de la première loi de Leonetti en 2005, depuis cette loi Leonetti 2005 à la loi Claes-Leonetti de 2016, il y a eu un certain nombre d'évolutions aussi juridiques, et Elodie Jean, on pourra en reparler, mais les directives anticipées ont eu un caractère un petit peu plus contraignant. Elles s'imposent désormais aux professionnels, sauf en cas d'urgence et pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la situation, et si elles apparaissent inappropriées. Mais et puis auparavant, elles avaient une durée de validité 3 ans. Maintenant, elles sont valides quelle que soit la date de rédaction. Mais voilà, elles ont pris un statut, une place plus importante, ces directives anticipées. Et puis, ça peut être intéressant de voir pourquoi cette évolution a donné cette place plus importante. Ça fait probablement écho à une évolution aussi dans l'accompagnement de la fin de vie aujourd'hui, avec des angoisses qui lui sont liées, des angoisses particulières. L'angoisse peut-être d'une forme de technicisation de la fin de vie, l'angoisse d'une prolongation de la fin de vie, du temps du mourir, l'angoisse aussi d'une fin de vie qui pourrait être confisquée, qui pourrait être volée, l'angoisse que les personnes ne peuvent plus être entendues dans leur choix à ce dernier moment-là. Donc, c'est vrai que le fait de donner plus d'importance aux directives anticipées, notamment dans les EHPAD aujourd'hui, correspond à aussi une évolution de la fin de vie, une évolution de la prise en compte des choix des personnes. Alors, pour autant, il y a un certain nombre quand même de questionnements, de difficultés qui peuvent être liées. D'abord, ne serait-ce que sur la connaissance des résidents, mais aussi de la population générale sur les directives anticipées. Si le dispositif il est de plus en plus connu, reconnu, il reste relativement mal entendu par les citoyens de façon générale, et il est relativement peu rédigé. Il y a une enquête sur l'Observatoire national de la fin de vie et des soins palliatifs, une enquête BVA de 2019 qui montre que c'était sur à peu près 1000 personnes dans la population générale. Il n'y a que 60% de la population qui savent que la loi sur la fin de vie met en place des directives anticipées. Il y a que 65%, en tout cas 65% n'ont jamais abordé cette question-là auprès de leur entourage et pour eux-mêmes. Et il n'y a que 13% des personnes de plus de 50 ans qui l'ont déjà
rédigé. Donc ça reste, il y a tout un travail qui reste de sensibilisation et de connaissance sur cette question-là. Donc ça fait partie souvent des premières questions dans les EHPAD auprès des résidents. Comment on l'aborde, cette question des directives anticipées, et quand on l'aborde? Alors, dans cette même enquête de 2019, qui interrogeait spécifiquement les responsables et directeurs d'établissements d'EHPAD, 75% des directeurs, c'était sur une échelle, un échantillonnage pardon, de 300 responsables d'établissements. 75% affirment que les directives anticipées sont présentées aux résidents de façon systématique. Il y a à peu près 75% aussi qui estiment que ça fait partie de la politique de l'établissement. Et puis la plupart du temps, la moitié du temps, c'est fait dès l'entrée dans l'établissement, dès l'entrée des résidents dans la structure. Alors après, ça c'est une vraie question. Quand est-ce qu'on doit aborder cette question des directives anticipées avec les résidents? Est-ce qu'on doit l'aborder dès l'entrée dans la structure? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi un risque d'une forme de violence possible? On sait que ce moment à l'entrée de l'établissement peut être un élément problématique. Comment on aborde d'emblée cette question des directives anticipées? Est-ce que chaque résident ça peut ne pas représenter une violence aussi d'aborder cette question de son rapport à sa propre mort? Voilà. Comment on l'aborde et quand est-ce qu'on l'aborde? Ça, c'est une première question. Et puis, autre élément de discussion, ça va être aussi, au-delà du fait de l'aborder, c'est comment on va les rédiger, comment on va aider éventuellement à la rédaction de ces directives anticipées. On sait que c'est quelque chose de relativement complexe dans la rédaction. Si on fait des directives anticipées peut-être trop floues ou insuffisamment précises, le risque, c'est qu'elles perdent peut-être leur mission, leur sens. Si on en fait des directives peut-être trop précises, le risque, c'est peut-être d'enfermer les choix. Donc, comment on peut être aidé et accompagné dans cette rédaction? Il y a différents types de modèles qui existent et qui sont disponibles notamment sur le Centre national, mais effectivement, là, il y a tout un équilibre souvent compliqué à trouver pour que il puisse y avoir une traduction des choix des personnes aussi pour que ça soit entendu et ça prenne du sens dans un langage médical. Et puis, une chose est d'en parler, de les rédiger. Après, il s'agit aussi peut-être de les réactualiser, puisque les choix des personnes peuvent aussi fluctuer dans le temps. Il s'agit aussi que les directives anticipées puissent correspondre à l'évolution des choix, et on n'a pas forcément le même rapport à la fin de vie, les mêmes choix concernant sa fin de vie dans le temps. Donc, comment les réactualiser, comment aborder cette réactualisation, ça va être aussi un enjeu qui va être important. Et puis, autre élément, qu'est-ce qu'on en fait de ces directives anticipées? Où est-ce qu'on les met? Où est-ce qu'on les place? Est-ce que ça va être dans le dossier médical? Quels sont les professionnels qui y ont accès? Comment on en informe? Donc voilà, autant d'enjeux qui sont importants parce que cet outil a été pensé comme un dispositif au service des choix des personnes. Parfois, on a l'impression que ça peut être un outil qui devienne une procédure, une norme un peu normative qui est plus censée répondre à des problématiques de professionnels plutôt qu'être au service des résidents ou au service des personnes. Donc, il y a peut-être des vrais enjeux aussi sur comment cet outil devient parfois un élément un peu normatif. Est-ce qu'il peut servir, par exemple, à l'évaluation de la qualité dans des établissements? Ça, c'est un élément qui sera abordé. Et voilà, il y a un certain nombre peut-être de dérives possibles, où il y a un certain nombre de questionnements. L'outil qui pourrait être au bénéfice des choix et de l'autodétermination des personnes rencontre parfois un certain nombre de difficultés et qu'on voit que dans la pratique, cet outil n'est pas forcément simple. Donc voilà, on sera très intéressé de pouvoir entendre nos différents intervenants et de pouvoir échanger et avoir un petit peu de réflexion sur la mise en place de ces outils. Merci beaucoup. Merci Aurélien pour ce résumé de la prochaine heure et demie. Vous restez un petit peu avec nous. Miguel, je vous invite à revenir aussi puisque je vais avoir dans quelques instants une question qui va également vous concerner, une sorte de petit sondage. Mais avant, je présente nos intervenants avec tout d'abord Maître Élodie Jean, avocate au barreau de Nantes, intervenante en droit de l'action sociale et des familles et en droit de la santé. Bonjour Élodie. Bonjour. Bonjour Pauline. Pauline Lescope, vous êtes infirmière coordinatrice en EHPAD. Oui, tout à fait. Bonjour. Michel Abline, bonjour, vous êtes président de l'association France Alzheimer 49. Bonjour. Et enfin Bernard Morisseau, directeur régional EHPAD du groupe Emera pour la région Ouest. Et je précise que vous avez également été directeur d'EHPAD aussi bien dans le public que dans le privé. Vous pouvez mettre le son, Bernard, on vous entend pas.
Bonjour, effectivement, vous dites vrai. Voilà. Avant de se lancer dans les questions concernant les directives anticipées et personnes de confiance, une question qui vous est dirigée vers vous dans votre vie un peu privée, on va dire, mais c'est un petit sondage. Je voulais savoir qui parmi vous avait déjà, vous pourrez le lever la main, qui parmi vous avait déjà rédigé ces directives anticipées? Donc, c'est juste pour, je reviendrai au pourquoi en fin de webinaire, mais deux personnes sur l'ensemble des intervenants et qui a désigné sa personne de confiance et a discuté avec elle éventuellement également des directives en fin de vie. Voilà, c'était un petit sondage très rapide. On y reviendra en fin de webinaire. Pour démarrer, forcément, il va falloir partir sur les mêmes bases pour que tout le monde comprenne ce que c'est qu'une directive anticipée. Je vais voir avec vous, Élodie, Jean, qu'est-ce que c'est déjà, est-ce qu'on peut refaire, même s'il l'a déjà fait Aurélien il y a quelques instants, est-ce qu'on peut refaire un petit point sur la loi du 2 février 2016, donc dite loi Clay-Léon, et du point de vue du droit, est-ce qu'on peut donner la définition également des directives anticipées? Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien sûr. Alors, je vais essayer de vous faire effectivement une brève synthèse. Donc, en fait, les directives anticipées, c'est le fait d'exprimer ses volontés de fin de vie par écrit sur les décisions médicales qui seraient à prendre le jour où je serai en fin de vie, sur les traitements ou les actes médicaux qui seront ou ne seront pas engagés, limités ou arrêtés. C'est vraiment un dispositif pour la fin de vie. Autrement dit, c'est un dispositif pour les personnes qui vont mourir et non pas pour les personnes qui veulent mourir. C'est, je crois, une différence importante. Et ces directives anticipées ne seront utilisées que lorsque la personne et que si la personne, au moment où la question de l'arrêt ou de la limitation de traitement se posera, que si la personne n'est plus elle-même en capacité de s'exprimer à ce moment-là. Autrement dit, dès lors que la personne, tant que la personne peut parler, même si elle a rédigé des directives anticipées, on lui posera la question à elle. Les directives anticipées sont vraiment faites pour l'hypothèse où le patient ne pourrait plus s'exprimer au moment où la question de la fin de vie se pose. Qui peut rédiger ces directives anticipées? Toute personne majeure qui est en capacité d'exprimer une volonté libre et éclairée, et ce sera peut-être un des points aussi de débat ou d'échange par rapport à la spécificité EHPAD. Elles sont effectivement, vous avez fait référence à des modèles de formulaires, ce ne sont que des modèles, on n'est pas obligé d'utiliser ces documents, mais ils sont plutôt guidants, je dirais, et ces modèles prévoient deux catégories selon qu'on se sait malade ou non au moment de la rédaction des directives anticipées. Et c'est important parce que si on ne se sait pas malade au moment où on les rédige, on peut avoir une vision très binaire, je dirais, et finalement, le jour où on est malade, voire à l'approche de la fin de vie, on aura une lecture peut-être plus en demi-teinte de ces questions. Donc, l'utilisation des deux formulaires a son importance. Y compris, et ça aussi j'y tiens beaucoup, c'est important parce que on va certainement et nécessairement aborder la question de la vulnérabilité aussi de la personne, de sa capacité, y compris juridique, à rédiger ses directives anticipées. Or, la loi est très précise et nous dit que même une personne qui bénéficie d'une mesure de tutelle peut, avec l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille, rédiger ses directives anticipées. Ça, c'est le premier point. Donc, on reconnaît même à la personne qui a besoin d'être représentée dans ces actes cette capacité avec l'accord du juge des tutelles. Et l'autre point d'importance, c'est qu'on dit que le tuteur ne peut ni assister ni représenter le majeur dans la rédaction de ces directives anticipées. Alors, effectivement, les directives anticipées Aurélien l'a dit, sont à durée indéterminée, mais révocables et modifiables à tout moment. Et elles s'imposeront aux médecins sauf si elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, ou bien simplement le temps de la gestion de la situation d'urgence pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation. Mais or, ces deux exceptions-là, les directives anticipées s'imposent aux médecins. Sur les conditions, la question effectivement de la conservation et du coup de la communication de ces directives anticipées est également très importante.
Si vous avez un dossier médical partagé, vous pouvez, et l'invitation est effectivement de le faire, vous pouvez soit mettre l'intégralité de vos directives anticipées dans votre dossier médical partagé, soit uniquement inscrire dans ce dossier médical partagé l'information des coordonnées des personnes qui sont dépositaires de ces directives anticipées. Et si vous n'avez pas de dossier médical partagé, eh bien, c'est au patient d'organiser les conditions de communication de ces directives anticipées. Donc, soit il pourra les remettre, par exemple, à un médecin de ville, médecin traitant ou autre médecin, soit au moment où il va être hospitalisé, il pourra en faire mention et état auprès de l'établissement de santé, idem dans l'établissement médico-social, et puis pourra également conserver un exemplaire par devers lui et le remettre à sa personne de confiance dont on parlera tout à l'heure, sa famille ou ses proches. Du point de vue… Oui ? Merci. On reviendra un petit peu sur tout ça. Je voulais surtout déjà la définition. Voilà, c'est la définition. Je vous fais une petite synthèse brève. Ouais. Oui, mais on y reviendra par la suite. On reviendra également sur le terme de personne de confiance, plutôt un peu plus tard, même si les deux sujets sont intimement liés. Parce que ça paraît évident, personne de confiance, mais ça l'est peut-être pas forcément. En fait, c'est peut-être plus complexe que ça. Là, vous avez parlé de directives anticipées, on va dire qu'on a déjà rédigé, qu'on rédige à l'avance, on a le temps, on est chez soi, on a une personne, voilà, on a le temps pour les rédiger. Mais il est parfois un peu plus compliqué quand on arrive en EHPAD, justement, qu'elles ne sont pas rédigées. Il va falloir le faire. D'ailleurs, est-ce qu'il va falloir le faire? Est-ce qu'il y a obligation? Ça, c'est une question également. Peut-être que cette arrivée se fait en urgence. Donc forcément, là, on va être dans un contexte totalement différent. Je vais d'abord me tourner vers vous, Bernard Morisseau, puisque, je le rappelle, vous êtes directeur régional des EHPAD du groupe Emera pour la région Ouest, et vous avez été directeur d'EHPAD publics comme privés. Quelles sont les obligations des EHPAD vis-à-vis de ces directives de ces directives anticipées? Est-ce que vous en avez des obligations? Je sais que l'ARS demande le taux de rédaction des directives anticipées, mais est-ce que c'est une obligation pour le moment? Je vais peut-être me faire houspiller par Maître Jean, si je dis des bêtises, mais toujours est-il que non, on a le devoir d'informer, hein, effectivement, mais pas de signer. Alors, on fait très attention, puisque de plus en plus, d'ailleurs, dans le cadre de CEPOM, et j'ai eu le cas récemment, où un des critères et des indicateurs qualité était le taux de signature des directives anticipées. Voilà. Donc, ce qu'on a exclu d'un commun accord du CEPOM, parce qu'il ne s'agit pas, enfin, c'est pas un acte anodin pour moi, les directives anticipées, de signer les directives anticipées quand on arrive en EHPAD. Donc, le devoir d'informer, oui, malheureusement aussi, ces informations sont noyées parmi tant d'autres, et notamment quand les résidents arrivent en EHPAD, il y a le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement, de multiples annexes, hein, et on pourrait tout à fait croire qu'on se retrouve chez le notaire, à paraffer des dizaines et des dizaines de pages. Certes, l'information va être donnée, est-ce qu'elle va être bien reçue, bien gardée? Point d'interrogation, je peux parfois en douter, quand on sait aussi que majoritairement les entrées aujourd'hui, en tout cas dans les établissements que j'ai en responsabilité, se font en urgence. Et donc, est-ce qu'il y a une procédure, parce que vous dites vous informez, mais est-ce qu'il y a une procédure par la suite pour aider à la rédaction de ces directives anticipées, d'aider la personne? Comment vous procédez? Alors, de procédure, non, hein, sincèrement, moi là, je n'ai pas de procédure à ce sujet. Toujours est-il qu'il y a une information qui est faite. La première des personnes, en tout cas, que le résident et sa famille vont rencontrer, c'est la direction de l'établissement. C'est un administratif. Moi, en tant que directeur, je trouve que les directives anticipées, quand même, concernent pour beaucoup le soin. Hein. Il me semble important, dans ces cas-là,
qu'il y ait une rencontre avec le médecin traitant, voire le médecin coordonnateur au besoin, une équipe de soins. Je me vois mal, moi, remplir ou aider à remplir des directives anticipées de mes résidents. Oui, donc vous expliquez bien que ce n'est pas vraiment dans votre capacité, je parle pas dans votre capacité de directeur ou capacité, on va voir avec Pauline Lescope de personnel soignant, d'aider à remplir ces directives anticipées. Il y a quand même, enfin, je pense que les directives anticipées, hein, c'est à l'origine, enfin, c'est quand même aussi le principe de complémentarité, hein, entre le principe de non-malfaisance du corps médical et le principe d'autonomie du résident. Donc, il y a bien d'une part l'autonomie du résident et le corps médical de l'autre. Et d'ailleurs, si on a autant de mal parfois chacun d'écrire ses propres directives anticipées, c'est quand on essaie de les écrire, on se retrouve devant des requêtes relevant davantage d'une mouvance sociétale, acceptant difficilement le handicap, plutôt que d'une position personnelle réfléchie, hein, parce qu'il n'y a pas d'éclairage médical. Et je pense que l'éclairage médical, c'est ce que je pense en tout cas, est fondamental. Pauline, vous êtes infirmière coordinatrice en EHPAD. Dans votre établissement, comment se déroule cette étape des directives anticipées? Alors, nous, au niveau de la gestion des admissions dans l'établissement, donc c'est en première partie, c'est moi qui réalise les rencontres des personnes qui seront accueillies. Et donc, les directives anticipées et la personne de confiance sont deux sujets qui sont d'ores et déjà abordés au moment où on rencontre les personnes, mais c'est abordé de manière assez brève et c'est en amont d'une admission. Et ensuite, par contre, nous, on a un fonctionnement un petit peu différent. Donc, c'est ma directrice qui revoit les personnes a posteriori, environ 3 semaines, 1 mois après leur date d'admission, justement pour finaliser en fait la signature des éléments du dossier et notamment des directives anticipées de la personne de confiance. Il y a tout un travail d'information en amont qui est réalisé par mois, mais effectivement, c'est un temps qui manque au niveau du temps d'échange avec le médecin coordonnateur, puisque actuellement, nous n'avons pas de médecin coordonnateur qui peut réaliser ce temps-là. Et vous parlez d'un temps, mais il y a également des connaissances à avoir, notamment comment j'en parle aux personnes qui viennent d'arriver, et puis dans les mois qui suivent, comment j'en parle, comment je leur présente, puisqu'on parle de directives anticipées, on parle de fin de vie. Déjà, elles arrivent dans l'EHPAD qui est entre guillemets la dernière maison, mais là, on leur parle de l'étape suivante. Est-ce que vous avez été formé pour leur en parler? Est-ce que votre directrice a également suivi une formation? Est-ce qu'elle a appris à le faire? Alors, notre directrice n'a pas, à ma connaissance, suivi de formation. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle suit actuellement le webinaire pour justement requérir un petit peu d'informations et essayer d'enrichir un peu ses connaissances par rapport à cette personne de confiance et à ses directives anticipées. À mon niveau, j'ai bénéficié dans le cadre de mon travail d'une formation sur les soins palliatifs et la fin de vie avec l'organisme Compass. Donc, j'ai été formée à traiter ces sujets et à amener ces sujets auprès des personnes. Après, je trouve quand même qu'il y a un manque de temps global parce qu'effectivement, je rejoins ce que vous disiez juste avant, le fait d'entrer en EHPAD, c'est déjà une étape qui est compliquée pour les personnes âgées. Souvent, il y a un deuil qui est fait par rapport au fait qu'ils ont quitté leur logement, ils ont quitté leur vie d'avant. Des fois, ils quittent un être cher, je prends l'exemple d'un animal ou autre. Donc, il y a toute cette étape de deuil, de processus. Et en plus de ça, on arrive sur un temps qui est difficile. Et le fait d'amener ces notions de directives anticipées et de personnes de confiance, ça touche quand même au sujet de la fin de vie, donc qui est un sujet qui est lourd. Et le fait d'amener ces notions-là au moment de l'admission, effectivement, ça peut faire peur aux personnes. Ça peut être quelque chose qui est vécu comme très brutal aussi, ou au contraire qui est très mal
mal compris aussi, puisque les personnes sont déjà dans des situations complexes où elles ont beaucoup de choses à appréhender en peu de temps. Et le fait de placer ces sujets-là en même temps ne fait qu'ajouter en fait à leur angoisse. Est-ce que cette période de 3 mois, c'est quelque chose qui a été, alors je ne sais pas si vous pourrez y répondre, qui a été décidé en interne ou c'est une période qui est utilisée, peut-être que Bernard, vous pourrez répondre également, c'est une période qu'à peu près tous les EHPAD ont eu. Alors, ce n'est pas une période de 3 mois, c'est 1 mois chez nous. C'est un seul mois, donc c'est assez bref. C'est 1 mois entre la date d'entrée et la finalisation du dossier, en fait, avec les directives anticipées de la personne de confiance. Oui, c'est en effet très rapide, 1 mois en effet. Bernard, dans vos établissements? Non, il n'y a pas de, il n'y a pas de temps. Je dirais que c'est quelque chose de très personnel, hein. C'est quand même c'est réfléchir à sa propre mort, hein, que de rédiger cela. C'est pas un acte facile, d'autant moins facile que parfois les familles ne sont pas forcément en accord, hein, avec ce que peut formuler leur proche. Ça peut mettre aussi, et ça peut être assez antagoniste entre la personne de confiance et les directives anticipées aussi, hein, parce que la personne de confiance, hein, elle doit impérativement respecter, hein, ce que l'on a écrit, ce que l'on a dit. On s'aperçoit que ce n'est pas toujours non plus le cas. Il peut y avoir des dissensions aussi intrafamiliales. Nous, on se retrouve au milieu de tout ça. Donc, je pense qu'il faut laisser aussi du temps au temps, hein, avec le rôle fondamental aussi, qui est le médecin traitant, hein, dans tout ça, qu'on peut oublier, mais qui a une place prépondérante et fondamentale, hein. Et on y reviendra peut-être aux médecins traitants dans ces personnes qui peuvent aider éventuellement les uns et les autres à rédiger ces directives anticipées. Mais là, on voit le souci. Quand j'ai fait le petit sondage en début de webinaire, peu d'entre vous ont rédigé leurs directives anticipées. C'est vrai que là, il semble, on arrive et on a une période très courte pour les diriger, alors que nous, qui avons le temps, nous ne le faisons pas non plus. Donc, il y a peut-être un petit souci à ce niveau-là. Michel Abline, vous êtes président de l'association France Alzheimer 49. Vous accompagnez des personnes. Alors là, on a parlé d'entrée en EHPAD, on va dire, des personnes pour lesquelles voilà, tout va bien, elles arrivent, elles peuvent comprendre et elles peuvent rédiger leurs directives anticipées. En ce qui vous concerne, Michel Abline, vous accompagnez des personnes avec des troubles cognitifs, donc pas forcément capables de rédiger ces directives anticipées. Quelles sont vos expériences, vous, concernant la rédaction de celles-ci lors de l'entrée en EHPAD? D'abord, je voudrais remercier Madame Lescoq sur son intervention, parce que je ne sais pas dans quel EHPAD vous êtes en termes d'activité professionnelle, mais si toutes les personnes dans les EHPAD pouvaient dire la même chose que ce que vous avez dit au niveau des familles, j'en serais heureux. Moi, j'ai la chance, si vous voulez, d'être issu au niveau de la santé. J'étais, si vous voulez, en activité en cancérologie. Et bon, les directives anticipées, nous les avons pratiquées avec les personnes malades, mais sur des périodes courtes, lorsqu'ils étaient, si vous voulez, soit en traitement, soit pour des périodes courtes de chimiothérapie, des choses comme ça. Là, on n'est plus du tout dans la même problématique au niveau des directives anticipées. On est à accompagner des personnes qui ont des troubles cognitifs sévères, enfin moi, disons, ceux que je représente, hein, puisque je suis président de France Alzheimer et des maladies apparentées, et que, si vous voulez, déjà, bon, les personnes de confiance au niveau de ces personnes-là, lorsque je les contacte, les seules personnes de confiance qu'ils ont, c'est le notaire et le médecin. Quand on parle de personnes de confiance, c'est ça. Et lorsqu'on leur parle, si vous voulez, dans le cadre d'une entrée en EHPAD, là, franchement, c'est compliqué au niveau des frais. Première chose que je voulais dire quand même, c'est que Alzheimer, si vous voulez, c'est déjà une petite mort. C'est une sorte de deuil anticipé, on va le dire comme ça. Et que
si vous voulez, ces directives anticipées, un petit peu, c'est la formalisation, si vous voulez, du deuil et de la fin de vie de la personne qu'on confie dans un établissement. Et c'est très violent au niveau des familles lorsque des familles viennent confier leur personne malade dans un établissement. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la première chose est lorsque la famille confie la personne malade, ce n'est pas les directives anticipées qui sont la priorité. Et que donc, lorsque dans le cadre de l'hébergement au départ, hein, on leur demande des directives anticipées, les familles ne sont pas prêtes et c'est assez violent. La deuxième chose que je voulais dire, c'est toujours compliqué, si vous voulez, parce que moi, mon expérience, hein, mais bon, il y a certainement d'autres expériences dans le réseau Alzheimer, c'est que j'ai souvent affaire à des personnes qui n'ont jamais été en capacité, si vous voulez, de par le déni, si vous voulez, de la maladie, de rédiger leurs directives anticipées. Donc c'est quand même compliqué, cette affaire. La troisième chose aussi que je voulais dire, c'est qu'on accompagne des personnes qui sont soit sous curatelle, donc là je parle à maître Jean, hein, soit sous tutelle, hein, par le juge des tutelles. Et j'ai le sentiment quand même, peut-être que je me trompe, mais que pour une personne majeure sous curatelle ou sous tutelle, c'est quand même le tuteur qui est chargé de la désignation. Ce n'est pas la personne malade qui est en capacité de rédiger, si vous voulez, la personne de confiance. Ah bon, c'est ce qu'on vit, nous. Hein. Et Élodie, vous nous confirmerez, vous nous parlerez de vous ces nous cas. direz, hein, maître. Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai plus de questions que de réponses par rapport à ce que les familles nous remontent. C'est quand même compliqué, cette affaire. Et on reviendra à ces questions, Michel, justement, dans quelques instants. Puisqu'on en parlait, je voulais me tourner vers vous, Élodie, donc pour répondre à Michel par rapport à une personne qui souffre de troubles cognitifs, éventuellement Alzheimer, qui pour rédiger ces directives anticipées. Alors, effectivement, je le disais un petit peu en préambule, mais c'est là où on voit l'écart entre le droit et, on me renvoie souvent la vraie vie. Je connais aussi effectivement assez bien le terrain et on voit que le droit n'est pas toujours adapté au terrain et aux problématiques spécifiques. Ce que nous dit le droit, et c'est là-dessus qu'il va falloir ensuite construire quelque chose d'opérationnel. Ce que nous dit le droit, c'est que la rédaction doit être libre et éclairée, c'est-à-dire il faut quand même être en capacité, mais pas uniquement cognitive, en capacité personnelle. Quand on dit libre, c'est aussi sans influence de tiers. Donc, la notion de rédaction libre et éclairée pose déjà de multiples questions, mais pour tout un chacun et pas uniquement pour les personnes vulnérables. Ça sera peut-être le premier point. Donc, rédaction libre et éclairée. Donc, encore faut-il effectivement pouvoir rédiger. Si on ne peut pas, il n'y aura pas. Hein, c'est la limite de l'exercice. Dire il faut un taux de directives anticipées dans un établissement, c'est manifestement inadapté au public accueilli dans ces établissements. Si on me dit il y a 100% de directives anticipées dans un EHPAD, moi j'en déduis que ce ne sont pas 100% des résidents qui les ont rédigées. C'est impossible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on nous dit même sous tutelle, une personne avec mesure de tutelle ou habilitation avec représentation peut rédiger ses directives anticipées avec l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille. Et le texte nous dit le tuteur ne peut ni assister ni représenter le majeur protégé dans la rédaction, c'est-à-dire qu'on vient nous dire quelque part que c'est un acte strictement personnel de toute personne majeure et qu'il ne peut pas y avoir assistance ou représentation dans la rédaction de ces directives anticipées. Ça, c'est le droit et ça m'apparaît logique puisque c'est vraiment, on touche à
aux libertés individuelles, aux libertés fondamentales. Donc, il ne peut pas y avoir assistance aux présentations. Il peut y avoir aide. Et pour moi, effectivement, vu la technicité des directives anticipées, c'est à mon sens une aide médicale à la rédaction, parce que savoir, en fonction de telle pathologie, comment les choses se dérouleront et savoir si la problématique, elle va être de l'ordre de la ventilation, de telle ou telle autre technique, et de savoir ce qu'on acceptera ou ce qu'on n'acceptera pas, ça implique qu'on sache ce qui va se passer. Et ça, seul un médecin, à mon sens, peut éclairer un non-sachant. Et je me mets dedans. Moi, je veux dire, j'ai essayé, pour répondre à votre question de tout à l'heure, j'ai lu et parcouru le formulaire de directive anticipée, mais sans aide médicale et technique, impossible. Et deuxième chose, très compliqué quand on se sent encore loin ou quand on ne se sait pas malade, de savoir quel sera notre seuil de tolérance ou d'acceptabilité. Donc, pour rejoindre la question et la problématique, par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est vrai qu'à l'arrivée en EHPAD, pour un certain nombre de personnes, il sera trop tard du point de vue de la capacité à rédiger de manière libre et éclairer ces directives anticipées. Alors, on pourra proposer, mais si la personne ne peut pas s'en saisir, de même qu'on en parlera tout à l'heure, ne peut pas désigner une personne de confiance, il ne saurait être question que ce soit un tiers qui le fasse pour et éventuellement au détriment de l'intéressé. Si on n'a pas de directives anticipées, c'est la personne de confiance qui témoigne. Si on n'a pas de personne de confiance, que se passe-t-il? Alors, en fait, c'est vraiment moi, je fais ça vraiment sous forme d'arborescence. C'est-à-dire que le premier point, c'est tant qu'on est capable de s'exprimer, seule notre expression sera prise en compte. Et l'expression, elle est multiforme. Elle est, je veux dire, le fait de fermer la bouche face à une présentation d'aliments, c'est un refus d'alimentation, trouble cognitif ou pas trouble cognitif. Les refus de traitement, refus d'alimentation ou autres, s'expriment de multiples manières. Donc, tant qu'on peut exprimer, arracher ses perfusions, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, il y a tous ces éléments d'expression des refus. Tant que la personne peut s'exprimer, on doit entendre, on doit observer, on doit respecter. Maintenant, la personne ne peut plus du tout s'exprimer. Exemple, la personne est dans le coma. On ira en premier lieu regarder si elle a des directives anticipées. Si elle en a et qu'elles sont applicables, elles seront respectées et appliquées. Maintenant, elle n'a pas de directive anticipée, mais elle a une personne de confiance et toujours, elle ne peut plus s'exprimer. On ira demander à la personne de confiance. Jamais la personne de confiance ne décide, on en reparlera tout à l'heure. Elle ne peut que témoigner sur ce qu'aurait voulu la personne si elle pouvait encore s'exprimer. Donc, c'est tout à fait différent. Donc, elle témoigne et c'est le médecin qui décide. Ce n'est pas jamais la personne de confiance qui décide. Et je crois que ça, au plan de la responsabilité, de la culpabilité, c'est hyper important. Donc, elle témoigne et maintenant, il n'y a pas de personne de confiance, ni de directive anticipée et la personne ne peut pas s'exprimer. Eh bien, on ira solliciter la famille ou les proches pour qu'ils témoignent. Mais le témoignage de la personne de confiance prévaut sur toute autre personne. Il y a vraiment une hiérarchie. Et c'est là où, quand une famille est en désaccord de valeurs, on a tous en tête l'affaire Lambert, eh bien, c'est explosif. Donc, directive anticipée aux personnes de confiance permettent quand même d'anticiper, de faire respecter ses volontés par avance et d'éviter à des familles aussi de se déchirer. Et on en reparlera également tout à l'heure, justement, de ce conflit qu'il peut y avoir entre les personnes de confiance et les familles ou les proches. Bernard, et puis peut-être Pauline, vous pourrez répondre également l'un et l'autre. Quel est le poids de ces directives anticipées sur les établissements et sur le personnel des EHPAD? Est-ce que c'est parce qu'on a parlé avec vous, Bernard, au téléphone avant ce webinaire, notamment de l'arrivée en urgence de résidents dans les EHPAD, et donc de ce poids que peut avoir cette rédaction des directives anticipées sur le fonctionnement, sur les employés. Est-ce que c'est quelque chose qui vous prend du temps, énormément de temps, qui vous prend de l'énergie et qui rend votre travail plus difficile? Je pense
Que ce soit sous cette forme qu'il faut le considérer, hein, même si la majorité des entrées ont lieu en urgence. Je dirais, quand elles ont lieu en urgence et que de surcroît, je dirais qu'aujourd'hui, 70% quasi de nos résidents présentent des troubles psychocognitifs, hein. On passe plus de temps à récupérer, je dirais, des données administratives, hein, auprès de la filière d'amont, des familles, et on peut, pour une entrée, passer 4 heures, 5 heures, 6 heures, hein, de notre temps à avoir l'ensemble des éléments pour faire au mieux déjà, hein, pour faire au mieux d'un résident qui arrive d'un SSR, qui arrive d'une clinique, qui arrive de je ne sais où encore, plus rarement maintenant du domicile, hein. Et bien évidemment, nos priorités vont aller pour un bon accompagnement, une bonne prise en charge, et c'est l'IDEC qui va mettre tout en place ensuite au niveau du soin en coordination avec ses équipes sur site. Je dirais que les directives anticipées à ce moment-là ne sont pas notre priorité, hein. C'est pas du tout notre priorité. Ça peut le devenir après, à la condition voilà, qu'il y ait une demande particulière. Donc après, c'est pas une question de temps. Ce temps-là, il se trouve, hein, si on a je dirais, si on nous en fait la demande, hein. Je parle de temps parce que c'est un mot qu'a sorti Pauline tout à l'heure, justement. Donc voilà, je voulais votre opinion Oui, là-dessus. tout à fait. Après, je dirais que c'est les gens, enfin, nos résidents qui font une demande complètement spontanée, hein, d'aide à la direction, à la rédaction de directives anticipées, aujourd'hui sont quand même extrêmement rares, hein, il faut bien l'avouer, hein, si on ne fait pas la démarche d'aller vers, hein. J'ai été 5 ans directeur d'EHPAD, j'ai reçu 2 directives anticipées spontanées à l'entrée, hein. Très, très souvent, d'ailleurs, de la part de couples sans enfants, hein, ou de personnes sans enfants, pour lesquels le problème est beaucoup plus prégnant. Et comme le disait M. Aveline, très souvent, c'est le notaire qui possède chez lui un mandat de protection future, et certains résidents nous disent, voilà, je vais bien aujourd'hui, mais sachez que si il m'arrive de perdre la tête, comme ils le disent, il faut que vous appeliez mon notaire, il a toutes les directives en main, il saura quoi faire. Pauline, même question pour vous, puisque vous avez beaucoup parlé de temps et vous aviez dit qu'il vous manquait justement pour rédiger, enfin pour accompagner à la rédaction et à la compréhension de ces directives anticipées. Oui, alors je rejoins un petit peu ce que disait Monsieur Morisseau juste avant, notamment concernant les admissions en fait en EHPAD. Il se trouve qu'il y a encore quelques années, les personnes qui étaient accueillies souvent étaient quand même moins dépendantes au moment de l'entrée. Il n'y avait pas cette notion d'aggravation majeure. Il y avait des personnes qui voulaient rentrer en EHPAD aussi plus par décision, par choix et non pas par obligation. C'est vrai que ça, c'est quand même une constante à prendre en compte aussi au niveau de l'exposition des directives anticipées et de la personne de confiance. Il y a d'autres problématiques qui rentrent en compte aussi. On parlait tout à l'heure des médecins traitants qui effectivement ont un rôle à jouer très important au niveau de l'accompagnement des personnes dans la rédaction de leurs directives anticipées. Encore faut-il que les médecins traitants soient suffisamment sensibilisés et formés aussi à cet accompagnement, parce que tout ce qui touche à la fin de vie, moi je l'observe au quotidien dans mon travail, on a beaucoup de médecins traitants qui sont un peu frileux, si c'est si c'est le terme, par rapport effectivement à l'accompagnement des personnes en fin de vie, ou qui ne sont pas suffisamment sensibilisés, qui n'ont pas suffisamment de connaissances à ce niveau-là, parce que ça regroupe quand même beaucoup de choses sur l'arrêt des traitements, le fait de comprendre que la nutrition, par exemple, l'alimentation et l'hydratation constituent des traitements aussi dans la fin de vie. Voilà, donc ça, il y a beaucoup de choses qui viennent jouer là-dedans. Après, en termes de temps, je pense que ça nécessiterait quand même de toute façon un temps important.
Mais de là à dire que c'est lourd dans le travail, je ne pense pas, parce que ce temps qui est pris en amont dans l'accompagnement des personnes, on le gagne, nous, dans les soins à notre niveau, après, quand on en arrive à des situations de fin de vie. Et on y gagne aussi sur la partie bienveillante et bien traitante dans l'accompagnement de nos résidents. Et en tant que soignant, je pense que c'est vraiment une partie de notre travail qui gagne à être approfondie. On en parlait tout à l'heure. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des choses à dire. Je voulais me retourner vers vous, Michel, et on en reparlera avec chacun d'entre vous, puisqu'on parle ici donc des soignants, par exemple, qui accompagnent les résidents. On parle des résidents eux-mêmes. Mais Michel, vous avez parlé également de ceux qui les accompagnent. Par exemple, dans votre cas, les aidants ou des proches qui accompagnent. Vous avez dit que c'était très difficile pour eux de parler tout de suite de ces directives anticipées. Comment ça se passe de manière générale? Comment le prennent-ils? Est-ce que ils voient ça comme un poids administratif supérieur, comme déplacé? C'est pas le moment. Comment ils accueillent cette demande, en tout cas cette information? J'aime bien, Xavier, votre expression, un poids administratif supérieur en tant qu'aidant. Ça, c'est vraiment ça. Bon. Ils sont pas prêts. Nous, les aidants, chez nous, ils sont pas prêts. Et si vous voulez, la question qu'on se pose, mais ça, c'est une question qu'on se pose, nous, au niveau de l'association et au niveau du réseau Alzheimer, pour, si vous voulez, la personne de confiance. Est-ce que vraiment la personne de confiance doit être l'aidant principal? On n'en est pas sûr, hein. On n'en est pas sûr parce que, si vous voulez, la personne qui accompagne une personne malade, mais tout le monde le sait autour de cette table, hein, bon, lui aussi, si vous voulez, vit des problèmes psychologiques et physiques importants dans le cadre de l'accompagnement de sa personne. Et que, bon, autant, si vous voulez, bon, dans le cadre de la maladie, la question du discernement au niveau du malade est bien prégnant, autant parfois, au regard de la vulnérabilité de l'aidant, on peut se poser aussi la question, si vous voulez, de par sa fatigue, cette notion de discernement. Et nous, aujourd'hui, on a quelques aidants, moi je l'ai vu en permanence, qui ne souhaitaient pas, je vous le dis, hein, qui ne souhaitaient pas être la personne de confiance. Et donc, mon interrogation, et ça je la pose à M. Morisseau et à Mme Lescope, est-ce que vous, professionnels dans vos EHPAD, vous êtes en capacité d'accompagner les familles pour arriver à un moment à désigner une personne de confiance, à les accompagner pour qu'ils puissent, si vous voulez, désigner une personne de confiance? On va laisser à C'est une question que je pose, hein. C'est une question Oui, que je mais vous pose la parce que posez. nous, on n'est pas en capacité de le faire. C'est très bien. Pauline et Bernard, vous allez pouvoir répondre. Pauline, tout d'abord. Alors, la question, c'était est-ce qu'on est en capacité d'accompagner les résidents Plutôt les aidants. Non, les aidants, je vous ai dit. Les aidants. Madame Lescope. D'accord, pour désigner une personne de confiance. Oui. Dans le cas où il n'y en a pas, si vous voulez. Ouais. Et Dieu sait, j'imagine que vous êtes quand même sujet à des questions comme ça. Alors, actuellement, c'est vrai que moi, je n'ai pas rencontré cette question-là jusqu'à présent. Je pense, par contre, je rejoins ce que vous disiez juste avant sur le fait qu'effectivement, je pense qu'il y a des personnes aidantes qui se retrouvent personnes de confiance un peu par dépit, entre guillemets, pas par choix. Et certainement aussi parce qu'il y a déjà une culpabilisation par rapport au fait d'accompagner une personne dans une entrée vers un établissement. Il y a déjà un phénomène de culpabilisation et je pense que de cela découlent aussi des fois des décisions qui ne sont pas forcément adaptées et notamment le fait de pouvoir se proposer en tant que personne de confiance sans réellement prendre la mesure de tout ce que cela implique autour de cette décision. Après, si je devais vous répondre clairement à votre question, si cette problématique devait se présenter à moi demain, je pense qu'en termes de temps à consacrer, ce serait compliqué pour moi de pouvoir accompagner les personnes. Parce qu'effectivement, c'est tout un processus qui ne se fait pas rapidement. Il faut laisser aussi le temps aux personnes de cheminer dans leur réflexion,
de pouvoir revenir vers elles pour répondre à d'éventuelles questions qui vont arriver au long de ce cheminement. Et tout ça, multiplié par le nombre de personnes, de résidents qu'on accueille et le nombre de familles qu'on accompagne, demanderait un temps extrêmement long, en fait. Et Bernard? vous imaginez que nous, excusez-moi, je reprends la parole par rapport à ce que vous dites, Mme Lescope, parce que nous, si vous voulez, par rapport à ce que vous dites, nous, on essaye d'orienter, si vous voulez, les aidants au niveau du médecin de famille, pour que le médecin de famille puisse accompagner dans ce dispositif-là. Sauf que les médecins de famille, vous les comprenez bien, eux non plus ont peu de temps à accompagner des familles. Donc, on est dans une situation quand même sacrément complexe, sacrément complexe. Aujourd'hui, nous, oui, par rapport à certaines familles. Voilà. Bernard, vous vouliez réagir peut-être à cette question? Je ferai exactement la même réponse que Pauline Lescope. Quand il y a la désignation de la personne de confiance, très souvent, c'est l'aidant, bien évidemment, qui se pose en tant que tel. Je suis d'accord, sans savoir parfois toute la responsabilité dont il s'agit. Il y a la différence entre la personne de confiance médico-sociale et médicale, tout est un petit peu mélangé, et c'est pas simple parce que parfois c'est la première fois pour certains qu'ils en entendent parler, et je suis d'accord que ça demande du temps, alors tout cela, et pourtant les directives anticipées, c'est une exigence, je dirais, éthique, qui nécessite des moyens économiques, humains, parfois spirituels probablement aussi, que notre société, pour diverses raisons, a de la peine à les fournir. Mais ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien noter. Alors on a abordé les personnes de confiance un peu plus tôt que je ne m'y attendais, mais c'est très bien, c'est très bien. Justement, j'allais vous demander, Élodie, c'est peut-être la raison pour laquelle vous vouliez intervenir. Précisons ce que c'est qu'une personne de confiance. Comment elle est définie, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, pour que là aussi on parle tous de la même façon. Et ensuite, Aurélien Duthier de l'EREPL voudra peut-être un petit peu intervenir pour parler de cette problématique. Mais déjà, la personne de confiance, qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Oui, je vous remercie de me laisser la parole parce que j'ai tout à fait compris effectivement le sens des échanges précédents et la problématique à être désigné personne de confiance. Mais je souhaitais rebondir pour pas qu'il y ait d'ambiguïté par rapport aux auditeurs sur le fait que c'est bien le résident, la personne qui désigne sa personne de confiance. C'est pas, même si on sait que dans la pratique, c'est pas toujours le cas, mais on va le voir, ça a son importance. C'est vraiment la personne qui désigne sa personne de confiance. Et effectivement, c'est là où je vous rejoins, Monsieur Ablin, il faut que la personne de confiance désignée accepte cette mission. Et on peut légitimement, tous autant qu'on est, à un moment donné, refuser d'être personne de confiance, tant c'est lourd et délicat si les choses ne sont pas abordées en intrafamilial notamment, puisque si je reprends très schématiquement les missions de la personne de confiance. Alors, on a deux typologies de personnes de confiance. Le législateur nous a pas aidés là-dessus parce que on a la personne de confiance sanitaire, donc qui est nommée pour les établissements de santé, pour l'accompagnement en santé. Donc cette personne de confiance qui est définie par la loi Kouchner de 2002 d'un côté, et puis on a la personne de confiance médico-sociale, mais l'appellation personne de confiance est la même dans les deux secteurs. Or, les missions ne sont absolument pas les mêmes. Et si on va sur les missions de la personne de confiance médico-sociale, elle a deux catégories de missions. Elle a ce que j'appelle les missions de base, c'est-à-dire que dans un EHPAD ou dans toute structure médico-sociale ou sociale, dès lors que je désigne une personne de confiance, elle aura donc au titre de ces missions de base des missions d'assistance de la personne dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Si l'intéressé le souhaite, la personne de confiance pourra l'accompagner dans ses rendez-vous. Et puis, elle a des missions spécifiques, que ce soit autour de la signature du contrat de séjour ou autour de la liberté d'aller et venir. Ça, ce sont les missions de base. Et après,
le formulaire type donne une autre mission qui est optionnelle. Donc, c'est le résident qui va dire oui, je veux en plus que ma personne de confiance ait les missions de la personne de confiance, entre guillemets, sanitaire, donc pour tout ce qui est soins santé. Et à ce moment-là, il y a plusieurs temps. Il y a le temps où je suis patient-acteur et je vais décider des temps sur lesquels ma personne de confiance m'accompagne aux rendez-vous médicaux. Donc, ça ne se fait pas à mon insu, mais c'est bien mon accompagnant et uniquement cela. Il n'y a pas de secret partagé à mon insu entre le professionnel de santé et la personne de confiance. C'est moi qui décide en tant que patient des temps sur lesquels je veux que ma personne de confiance m'accompagne. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, je ne suis pas en état, je suis en impossibilité de m'exprimer. Et là, on ne parle même pas de la fin de vie, hein, je suis en impossibilité de m'exprimer. Et à ce moment-là, on ira solliciter ma personne de confiance pour qu'elle témoigne sur ce que j'aurais souhaité en matière de prise en soin. Et puis, la dernière hypothèse, c'est celle de la fin de vie avec l'arborescence qu'on a vue tout à l'heure. Je ne peux plus parler, je n'ai pas de directive anticipée. Et le témoignage de la personne de confiance sur ce que j'aurais voulu en matière de fin de vie prime sur le témoignage de toute autre personne. Et on peut voir quand on prend cette définition à quel point, d'une part, il est difficile de savoir quel sera ce représentant et quel sera le meilleur représentant pour soi. Donc déjà, difficulté à la choisir en connaissance de ses missions. Et il faut aussi que la personne de confiance désignée sache à quoi, entre guillemets, elle s'expose, ce à quoi elle s'engage, et puis ça implique un temps d'échange entre les deux acteurs, parce que ça, évidemment, nécessite qu'on se parle de mort, qu'on se parle de ses volontés, de ses aspirations, de sa spiritualité, enfin de plein de choses, pour avoir un représentant qui nous représente bien. Hein, donc, et je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Ablin, c'est hyper compliqué d'assumer cette mission de personne de confiance. D'autant plus quand la désignation, elle est faite à un moment où finalement l'intéressé peut plus trop finalement dire à sa personne de confiance ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'on prend une mission sans avoir le mode d'emploi, si je puis dire. Et cela pose d'autres problèmes, comme le fait remarquer un auditeur, la sensation d'être obligé de désigner une personne de confiance qui fait partie des proches, ça peut être de la famille, également si les relations changent avec cette personne de confiance, et puis les conflits qu'il peut y avoir entre la personne de confiance et justement les proches. Vous allez intervenir. Je pense qu'Aurélien Duthier avait commencé déjà à réfléchir à toutes ces questions. Je le laisse en faire un petit résumé, Aurélien. Alors, effectivement, il y a déjà eu beaucoup d'éléments qui a pu être donnés, mais c'était peut-être pour soulever, puis pour rebondir, faire écho à des remarques qui ont pu être faites, parce qu'effectivement, il y a des enjeux qui sont forts à différents moments par rapport à la personne de confiance. Effectivement, c'est une mission qui est difficile, qui demande un équilibre difficile, hein, de pouvoir rendre compte, d'être porte-parole des choix de la personne, d'aider le résident à pouvoir prendre des décisions. C'est des missions qui sont compliquées. Alors, effectivement, à différents moments, le fait même de désigner une personne de confiance, ça a pu être dit parfois, ça peut être une aide quand il y a des conflits au sein d'une famille. Parfois, le fait même de désigner une personne de confiance va attiser des conflits ou va attiser effectivement un certain nombre de désaccords, parce que c'est peut-être en désignant une personne de confiance reconnaître une confiance spécifique, un statut particulier, et ça peut être parfois ressenti négativement pour les autres enfants. Et puis parfois, effectivement, ça a été dit, et je rejoins ce qui a pu être dit par Michel Adeline, la personne de confiance n'est pas forcément l'aidant. Et lorsqu'il y a un aidant qui accompagne au quotidien une personne qui peut-être a des connaissances aussi sur ses choix, sur ses capacités ou incapacités, et que, au contraire, c'est une personne de confiance éloignée qui a été désignée, il y a parfois des écarts et ça peut générer également un certain nombre de conflits. Donc, le fait même d'être dans ce processus de désignation, voilà, au sein de la famille, c'est pas forcément évident. Et puis, surtout, l'élément qui va être très compliqué, c'est comment, à la fois, puisque les missions de la personne de confiance, ça va être d'être porte-parole, ça va être vraiment de dire quels a pu être les choix du résident,
comment à la fois être le porte-parole de ses choix quand on n'est pas en accord avec ses choix. C'est-à-dire qu'en tant qu'aidant, en tant qu'enfant, on a peut-être d'autres envies. On a justement peut-être une envie de sécurité, de protection, du fait de l'être cher. Et des fois, l'écart entre ce qu'on souhaiterait ou les représentations ou ce qu'on voudrait pour la personne qui nous est chère et de deux fois en même temps devoir être porte-parole de ses choix, quand il y a des écarts, c'est très compliqué. Et je pense que tout le monde n'est pas forcément dans la capacité ou tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir mettre à distance ses propres ressentis, ses propres envies, besoins de sécurité pour l'autre, et d'être à la fois l'aidant, d'être à la fois la personne qui aime, qui accompagne ce proche, et en même temps celui qui va dire cette personne-là a exprimé tel refus de traitement, tel refus, ça peut être très compliqué, et là ça peut générer des tensions éthiques que certaines personnes de confiance ne sont pas du tout préparées ou n'ont pas eu du tout de formation. Donc effectivement, ce dilemme-là, qui peut générer des fois des tiraillements, est des fois très difficile à vivre. Parfois, les personnes ne sont pas du tout préparées, et effectivement, ça ne va pas du tout de soi d'être personne de confiance. On peut leur refuser, et effectivement, c'est pas forcément toujours très simple de pouvoir être dans cette position d'aidant et en même temps d'être porte-parole des choix qu'on n'approuve pas à titre personnel. Et ça, cette mise à distance, si elle n'est pas accompagnée, là je rejoins aussi à ce qu'a pu dire Michel Abligne, si c'est pas accompagné, si peut-être il n'y a pas d'aide pour pouvoir à un moment donné travailler cette mise à distance vis-à-vis de nos propres ressentis, ça peut être effectivement très compliqué. Et le risque, ce serait quoi? Eh ben, ce serait que la personne de confiance, non seulement ne soit plus une aide ou un appui pour être porte-parole des choix, mais soit celle qui décide à la place. Que la personne de confiance soit finalement la personne qui impose peut-être des choix qui n'auraient pas été celles de la personne elle-même. Donc là, on peut. Alors là, ce serait intéressant par rapport aux différents intervenants, si ils ont pu être amenés à rencontrer aussi ce cas de figure-là. Est-ce que parfois la personne de confiance peut non seulement ne pas être une aide, mais peut peut-être orienter vers des éléments qui ne seraient pas les choix du résident ou de la personne elle-même. Et là, ça renvoie peut-être à d'autres types d'enjeux. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'enjeux, de difficultés, de questionnements. Et cet outil qui apparaissait comme précieux et comme aidant peut aussi des fois peut-être glisser vers quelque chose qui serait un peu contre-productif. Donc voilà éventuellement quelques petites pistes pour soumettre aux différents intervenants. Juste une remarque d'un de nos auditeurs visionneurs, je ne sais pas comment on dit, qui lui fait remarquer qu'il n'y a pas d'obligation de désigner une personne de confiance également. Élodie, je vois que vous acquiescez, donc voilà qui est fait. Je pense qu'on peut partir sur ce débat sur les personnes de confiance, peut-être vos expériences les uns et les autres, des problèmes que vous avez pu rencontrer, des conflits qui a pu avoir. Je vais laisser d'abord la parole à Michel Abligne qui acquiesçait fortement à ce que disait Aurélien Duthier. Donc Michel, je vous laisse réagir. Non, mais si vous voulez, à écouter les uns les autres, j'ai quand même. Je vais vous poser plus de questions que de réponses. Je suis vraiment désolé, parce que si vous voulez, nous ça nous questionne beaucoup au niveau de l'association. Et surtout lorsque, si vous voulez, c'est pas l'aidant qui a été désigné comme personne de confiance. Et donc ma question, je la pose aux professionnels, je la pose à Mme Lescope, je la pose à M. Morisseau. Est-ce que vous avez quand même une notion différente de la notion de personne de confiance et de la personne à prévenir lorsqu'on est arrivé en fin de vie? Comment ça fonctionne? La question est posée. Merci Michel. Peut-être on commence par Bernard cette fois-ci, puis Pauline Lescope par la suite. Moi, j'y vois une différence. Maintenant, je sais pas. Personne de confiance et personne à prévenir, c'est ça? Voilà, exactement. Tout à fait. Oui, mais également, moi, on y voit aussi une différence, tout à fait, puisque nous, la personne à prévenir n'est pas forcément la personne de confiance. Ça, c'est certain. Et c'est même, pour tout vous dire, exceptionnellement le cas. Pour revenir sur ce dont on parlait en amont, c'est là où il peut y avoir l'antagonisme entre les directives anticipées et la personne de confiance. Quand celle-ci ne porte pas complètement ce qu'a écrit le résident, et
Mais on imagine bien pour soi-même, hein, si on avait un proche qui nous disait, voilà, je suis en détresse respiratoire, n'appelle pas le SAMU, et je pense que devant une détresse respiratoire manifeste, peut-être que la première des choses que l'on ferait, c'est de prévenir effectivement le SAMU. Hein. Donc, il faut déjà se poser la question en direction de soi. Qu'est-ce que l'on ferait nous-mêmes déjà dans une telle situation, hein, et est-ce on serait véritablement le meilleur des porte-paroles, hein, ou le meilleur interprète des paroles ou des écrits de la personne qui nous a fait confiance, hein. Donc ça, c'est véritablement important pour éviter aussi des effets secondaires, hein, ce que j'appelle les effets secondaires, qui pourraient être pas forcément bénéfiques, hein, où là, on pourrait avoir des demandes même à l'encontre de ce qu'a choisi le résident. Et ça, sincèrement, moi, je l'ai vécu plusieurs fois, hein, où des résidents en soins palliatifs et accueillis comme tels nous disaient véritablement vouloir ne plus s'alimenter, par exemple, hein, et en finir calmement, et des enfants qui, lorsqu'ils venaient voir le résident en chambre, bien évidemment, essayaient de gaver les personnes pour qu'elles reprennent du poids. Et le mauvais objet dans tout ça, c'était qui? C'était nous, hein, inévitablement, puisque on ne répondait pas positivement aux sollicitations de la famille. Et je me rappelle de ce résident même qui m'avait dit de ses enfants, les enfants, quelle plaie, hein, avait-il dit, hein, parce que ne voulant pas respecter ses souhaits, hein, véritables. Donc ça, oui, on le vit et ça nous met en porte-à-faux très souvent, et je pense que Mme Lescope a dû vivre aussi ce genre malheureusement de situation. Pauline Lescope, donc je rappelle, vous êtes infirmière coordinatrice en EHPAD. Oui. Alors oui, effectivement, ce genre de situations, ce sont des situations qui malheureusement font partie du quotidien en EHPAD, hein. Et c'est là que le médecin a un rôle important à jouer d'accompagnement auprès des familles, puisque bien souvent, dans l'esprit des proches, le fait de manger, quelqu'un qui mange, c'est quelqu'un qui va bien. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent ces réflexes de elle a mangé aujourd'hui, et d'ailleurs ça fait partie des questions qu'on a en priorité dans des situations de fin de vie ou de soins palliatifs. Souvent la question des familles, c'est est-ce qu'elle a bien mangé, est-ce qu'il a bien mangé? Voilà, c'est quelque chose de rassurant pour les proches. C'est certainement c'est lié à une croyance, comme quoi une personne qui mange, c'est une personne qui se porte bien. Et c'est là que le rôle du médecin et de l'équipe soignante est important, puisqu'il y a tout un accompagnement tout un accompagnement au quotidien qui est à réaliser, avec beaucoup d'explications, beaucoup de temps d'écoute aussi. Souvent, nous, on essaye aussi de mettre en lien les familles avec la psychologue de notre établissement pour qu'il y ait un accompagnement qui soit réalisé à ce moment-là. Vous aviez également questionné par rapport tout à l'heure à la personne de confiance et à l'assimilation avec la personne à prévenir. Nous, à notre niveau, on a quand même la chance d'avoir déjà, de façon très visuelle, hein, un logiciel qui fait bien la distinction entre la personne à prévenir et la personne de confiance. Donc ça, c'est quand même un point assez positif, quelque chose un support qui nous aide beaucoup. Et effectivement, je rejoins M. Morisseau par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure. Nous, on est sur la même démarche, hein, c'est-à-dire que la personne de confiance, elle est bien distinguée de la personne à prévenir et ce n'est pas forcément la même personne. Donc, on fait bien la distinction à notre niveau. Élodie, la personne de confiance, où est-ce indiqué qui elle est, comment on sait qui est cette personne de confiance? Est-ce qu'il y a un dossier médical dans lequel, quand on arrive, on donne le nom de la personne de confiance quand on arrive en EHPAD? Mais si c'est avant l'arrivée en EHPAD, où est-ce qu'on indique notre personne de confiance? Alors, finalement, un peu même dispositif que pour les directives anticipées, c'est-à-dire que soit c'est inscrit dans le DMP et j'ai envie de dire, c'est au moins un des mérites du DMP. Excusez-moi, le DMP? Dossier médical partagé, donc dans lequel figurera soit la mention des directives anticipées et ou la mention de la personne de confiance, puisque rappelons que la personne de confiance,
a un spectre beaucoup plus large que la seule fin de vie, hein. Donc, il est pas illogique d'avoir les deux, directives anticipées, personne de confiance, c'est pas au choix. Les deux peuvent, la personne peut librement, puisque effectivement c'est une faculté et non pas une obligation, c'est important de le préciser, mais elle pourrait avoir les deux éléments. Donc, soit c'est dans le dossier médical partagé, soit effectivement ça fait partie des obligations des établissements, c'est de demander, l'obligation des établissements, c'est pas de recueillir la désignation, c'est de proposer le recueil, c'est-à-dire de proposer la désignation. La personne peut ne pas vouloir désigner ou tout simplement ne pas être en capacité de désigner. L'obligation de la structure, par contre, c'est de proposer la désignation de la personne de confiance. À ce moment-là, effectivement, si elle n'a pas déjà été désignée, l'information pourra être inscrite dans le dossier, et on a des formulaires types définis par décret avec une procédure d'ailleurs, hein. La loi de 2015 a prévu que pour une entrée en EHPAD, sauf si la personne a déjà désigné une personne de confiance, l'établissement, le directeur, doit respecter un délai minimum de 8 jours entre l'information sur la personne de confiance et l'entretien de signature du contrat de séjour. Donc, le législateur a vraiment prévu ce temps d'échange et n'a pas reconnu la possibilité d'avoir une info et immédiatement après une désignation. Ça nécessite un temps de réflexion. Et pour rebondir sur le propos d'un des internautes sur les personnes désignent souvent leurs enfants ou se sentent obligées de désigner leurs enfants, je crois qu'on a dit désignation libre et éclairée, et je retiendrai le mot libre. Enfin, éclairé, ça veut dire il sait ce que ça veut dire personne de confiance, parce que dans le vocabulaire commun, personne de confiance, ça veut dire tout autre chose que les missions qu'on lui attribue. Mais ça veut dire, sur la terminologie libre, pour que la désignation soit libre, il faudrait que cette information se fasse à destination du résident en dehors de toute autre personne. Évidemment, je suis à l'entretien d'admission accompagnée par un de mes enfants. L'enfant qui va me taper du coude en disant « t'as qu'à me mettre sur le formulaire », est-ce que ma désignation va être libre si je mets son nom sur le formulaire? Donc pour moi, il y a aussi la réflexion sur le temps qu'on y investit, le temps qu'on y met pour expliquer tant au résident que d'ailleurs éventuellement à sa personne de confiance, parce que les deux doivent, à mon sens, avoir le même niveau d'information. Une personne disait que le résident demandait parfois à l'EHPAD d'assurer la confidentialité sur le nom de la personne de confiance. Est-ce que ça vous parle aux uns et aux autres? Non, une confidentialité sur la personne de confiance. Michel Abline, on entendait ce que disait Élodie, Jean, sur le fait qu'il y a un temps pour la décision, pour peut-être parler avec éventuellement cette personne de confiance. Élodie, c'est l'idée aussi, puisqu'on disait que c'est quand même, c'est une personne qui doit accepter des responsabilités, c'est une personne qui doit être, entre guillemets, à l'aise le plus possible avec les décisions qu'on peut avoir. Donc ces 8 jours sont faits pour désigner cette personne et pour avoir des échanges avec elle. C'est l'esprit de la loi, effectivement. Je pense qu'on se trompe si on en fait une démarche toute administrative. Et pour avoir, avant d'être avocat, été 10 ans juriste en établissement de santé, ça j'ai dit qu'en établissement de santé, on en faisait une démarche qualité, une démarche toute administrative. Il y avait le dossier d'admission, et dans le dossier d'admission, il fallait mettre le nom de la personne de confiance. Et je peux vous garantir, et sans mauvaise provocation, parce que je l'ai vu, on pouvait mettre Mickey Mouse sur le formulaire, personne ne tiquait. L'objectif était atteint, on avait le papier qui était rempli. Ça ne doit pas être une démarche administrative, ça doit être de toute façon, la loi nous impose que ce soit une information écrite et orale. On a un formulaire type qui doit être remis, on doit avoir un entretien d'information de la personne sur la personne de confiance, mais bien évidemment, l'intéressé demeure libre de désigner ou non sa personne de confiance. Michel Albude, pourtant, c'est pas ce que j'entendais tout à l'heure quand vous en parliez de la désignation des personnes de confiance qui se retrouvaient assez peut-être souvent être un aidant au final. J'avais l'impression qu'il y avait une sorte de précipitation dans la nomination de ces personnes de confiance, dans certains cas que vous avez pu vivre. Oui, c'est tout à fait. Tout à fait.
Bon, je vous ai expliqué notre questionnement aujourd'hui par rapport à des aidants qui ne veulent pas être personnes de confiance. J'en profite, si vous voulez, dans ce que vient de dire Maître Jean, on a aussi quelques questions sans réponse, surtout sur des personnes qui sont sous tutelle. Hein, on a quand même un certain nombre de personnes Alzheimer qui sont sous tutelle, et que donc, nous, dans le cadre des permanences, parfois, on est sollicité, mais je n'ai pas de réponse, je ne peux pas vous dire, qu'il y a des familles, si vous voulez, qui laissent la totalité, si vous voulez, de la responsabilité au tuteur ou la tutrice de la personne, de leur famille. Reste le problème, si vous voulez, c'est que nous, on différencie bien, si vous voulez, le tutorat de la personne malade en établissement de la personne de confiance. Je m'explique. Il me semble que ce n'est pas parce que la personne est sous tutelle que dans le cadre, si vous voulez, d'une famille, d'un conseil de famille, il ne pourrait pas désigner une personne de confiance. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Jean? Alors, le texte, effectivement, a précisé les choses. Donc, si la désignation est de la personne de confiance est antérieure à une mesure de protection juridique, le juge des tutelles valide le maintien ou non de la personne de confiance. Maintenant, la personne bénéficie déjà d'une mesure de protection juridique à la personne ou habilitation familiale, mais sur la personne, et souhaite désigner une personne de confiance, ça se fera avec l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. C'est-à-dire que, schématiquement parlant, du point de vue de l'établissement, un majeur, par exemple, sous tutelle, qui voudrait désigner une personne de confiance, pour que ce formulaire soit valide, il faudrait qu'on ait l'accord du juge des tutelles. D'accord. Une question d'un internaute. Quel est le texte qui dispose d'un délai de 8 jours entre la signature du contrat de séjour et la désignation de la personne de confiance? Alors, c'est l'article D311-0-4 du Code de l'action sociale et des familles. Voilà, qui est déjà. J'espère que vous avez eu le temps de noter. D311-0-4. Voilà, merci beaucoup, Maître. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vous est arrivé, Pauline Lescope, Bernard Morisseau, éventuellement qu'une personne de confiance refuse de témoigner de ce qu'a pu lui dire la personne en fin de vie? Qu'une personne refuse Personne de confiance qui finalement est en désaccord. de relater les souhaits de la personne auprès de l'équipe soignante et du médecin, c'est Oui, ça? tout à fait, oui. Qu'elle refuse de témoigner de ce qu'elle a pu lui dire, quel qu'en soit le prétexte. Ça peut être un désaccord par rapport finalement à ce qu'elle avait pu lui dire. Mais est-ce qu'une personne de confiance vous a déjà refusé de témoigner de ce qu'on avait pu lui dire? Alors, moi, ça ne m'est pas encore arrivé dans ma carrière. On a cette chance d'avoir un lien assez fluide et assez ouvert avec nos résidents et leurs proches et leur entourage, et une communication assez facile, assez transparente. En fait, on essaie de parler vrai avec les gens et d'être vraiment les plus transparents et les plus ouverts possibles à l'échange et à la discussion, notamment sur ces situations de fin de vie, ces situations palliatives. Donc c'est vrai qu'à mon niveau, je n'ai jamais été confrontée à cette situation, bien que ça, effectivement, ça peut arriver, ça peut être questionnant, effectivement. Mais pour le coup, je n'aurais pas de réponse à vous apporter. Bernard, par rapport aux personnes de confiance, pas forcément cette question-là, mais comment vous gérez les conflits qu'il peut y avoir avec les familles, avec les proches qui ne seraient pas d'accord éventuellement avec le témoignage qu'elles apportent? Alors, si les familles ne sont pas d'accord entre elles, Surtout avec la personne de confiance. surtout avec la personne de confiance, alors on essaie toujours de mettre un tiers professionnel pour remédier également entre l'équipe de soins de l'établissement et un tiers professionnel qui peut être parfois, ça peut être l'HAD, ça peut être une association comme Compass. J'ai déjà fait appel à eux sur des situations conflictuelles, avec notre médecin coordinateur, le médecin traitant, et avec tout le monde autour de la table.
Et vous, Michel Ablin, quand vous avez justement ces difficultés avec des aidants qui se sentent peut-être forcés de devenir personnes de confiance, comment vous gérez ces situations-là? Dire dur. Je ne sais pas quoi vous donner comme réponse, hein. C'est quand même compliqué, hein. On accompagne le plus possible. Non, j'ai pas de réponse à vous donner, si vous voulez. Non. C'est pas grave. Je voulais revenir un petit peu au résumé. J'aurais voulu poser quand même une question, là, parce que Allez-y. tourner. On est sur l'éthique, on est bien d'accord, hein, puisque c'est organisé par l'espace éthique, de réflexion éthique des Pays de la Loire. La question que je me pose, mais peut-être c'est complètement farfelu, la question que je voudrais poser à M. Morisseau ainsi qu'à Mme Lescope, est-ce que vous avez réfléchi, à un moment ou à un autre, au sein de vos établissements, à créer une sorte de petit conseil d'éthique par rapport à toutes ces situations que vous vivez peuvent être difficiles? J'ai vu Bernard faire oui de la tête, donc on vous écoute. Pour tout vous avouer, oui, je l'aurais espéré, même à l'échelle du groupe pour lequel je travaille. Et d'ailleurs, à cette époque, et nous étions en pleine période Covid, et ça avait aussi tout son sens, j'avais fait appel à Miguel Jean. Je pense que voilà, le groupe n'était peut-être pas forcément adulte suffisamment à cette période, mais encore adolescent. Et je sais que voilà, c'est un projet pour 2022. Donc j'avais lancé l'idée. Je pense que ça a mûri et ça va se faire. Voilà, ça nécessitait réflexion, mais je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est absolument nécessaire. Merci. Pauline Lescope, de votre côté? Alors, nous n'avons pas eu cette réflexion pour le moment, en tout cas pas ce projet, mais effectivement, c'est une idée que je trouve très pertinente. En fait, moi, je me tourne justement aujourd'hui vers l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, justement pour pouvoir me re-questionner au quotidien sur l'accompagnement de nos aînés et puis notre pratique et pouvoir améliorer les choses. C'est dans cette démarche que je suis là aujourd'hui. Je pense que Miguel pourra répondre, Miguel Jean, directeur de l'EREPL, pourra répondre à tout cela. Moi ce que j'entends là depuis le départ, c'est qu'on a un vrai souci d'information du grand public en amont des EHPAD. On ne sait pas ce que sont des directives anticipées, on ne sait pas où et comment les remplir, de même qu'on ne sait pas exactement ce que c'est qu'une personne de confiance, ses droits, ses devoirs, et on ne sait pas non plus comment la déclarer. Donc, est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'on manque vraiment d'informations? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là? C'est une question ouverte. Je vous laisse la parole, Élodie Jean, maître Élodie Jean, tout d'abord. Ouais, je vous rejoins, mais il y a des sujets qu'on n'a pas envie de voir, je crois. Faut être clair. C'est vrai qu'on se pose la question des difficultés de désignation, que ce soit de la personne de confiance ou de rédaction des directives anticipées à l'arrivée en EHPAD, mais c'est pas une problématique de personnes âgées, ces sujets-là de personnes de confiance et de directives anticipées. Et c'est même pas que la question de la fin de vie, c'est la question aussi des accidents de la vie. C'est des questions aussi sur... Parce que on est... ayant été 10 ans en établissement, excusez-moi, mais je me mets dans la liste un peu des professionnels aussi de terrain. On est très, il faut que le patient ou l'usager fasse ceci, fasse cela, mais qui d'entre nous, je pense notamment au couple non marié, a fait une procuration sur un compte bancaire en cas d'accident de la vie pour gérer les factures courantes? Qui a désigné une personne de confiance, sans même pas des directives anticipées qui sont un exercice un peu plus difficile? C'est vrai qu'on est personne d'entre nous n'est malheureusement à l'abri, puis j'ai envie de dire, on est finalement tous mortels. Donc, c'est un document qui nous servira de toute façon, forcément, à un moment donné, ou un dispositif, si on prend la personne de confiance, qui nous servira de toute façon, très probablement, à un moment donné, de notre petite histoire, de nos petites histoires personnelles. Donc,
après, je pense qu'il y a effectivement un déficit d'information. Alors, il y avait eu quand même pas mal d'informations au moment de la loi Kouchner, au moment de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Il y a des campagnes de sensibilisation, mais peut-être à revoir, à retravailler. En tout cas, on a les supports. Alors, oui, le DMP, c'est un espace. Maintenant, j'ai vu une réflexion d'un internaute. Le DMP est finalement un sous-ensemble de mon espace numérique santé, mais c'est finalement l'esprit des données de santé numérique. On a peut-être qu'avec ces supports, vont se recréer les conditions de la déclaration de ces outils-là, mais je crois que peut-être que le Covid aussi fera changer les lignes. Est-ce qu'on ne se sent pas, est-ce que le grand public ne se sent pas finalement un peu immortel et ne veut pas se poser ces questions-là? Parce que Voilà. la solution par rapport à ce que j'ai pu entendre pendant cette heure et demie, la solution à une grande partie des problèmes que rencontrent les EHPAD, les personnes qui rentrent en EHPAD et éventuellement également les aidants, ce serait une information bien en amont et une prise en compte de ces directives anticipées et de ces personnes de confiance. D'ailleurs, maintenant que nous y sommes, posons là la question. Pauline, vous avez rempli vos directives anticipées. Il me semble que vous êtes la plus jeune d'entre nous, comme quoi, voilà, l'âge, comme vous disiez, n'y fait rien. Michel Ablin également, vous avez rempli vos directives anticipées. Peut-être juste savoir, Pauline, vous, quelle a été votre démarche, comment vous avez fait ça et avec qui? On ne veut pas connaître le détail de vos directives, Bien mais... sûr. Alors, moi, la démarche, je l'ai débutée à la base pas pour moi, mais pour mes parents, en fait, pour me présenter en exemple, notamment pour mon papa, voilà, qui est assez âgé. J'ai certains résidents de mon établissement, de l'établissement où je travaille, pardon, qui sont plus jeunes que mon père. Et lui, je l'avais incité à rédiger des directives anticipées. Voilà, je lui ai donné des informations et il est comme la plupart d'entre nous, hein, le fait de parler de sa mort, le fait de parler de sa fin de vie, c'est quelque chose qui l'angoisse énormément. Et le fait de faire la démarche, moi, pour lui montrer que ça n'allait pas le faire partir plus vite, c'est quelque chose qui l'a rassuré. Donc, à la base, je l'ai fait dans cette idée-là. Et dans la réalisation de la rédaction de ces directives anticipées, je me suis tournée vers mon médecin traitant qui m'a accompagnée dans la rédaction de mes directives anticipées, dans mon questionnement aussi, parce que j'ai beau être professionnelle de santé, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des fois des termes assez précis, des choses très précises qu'il faut rédiger par écrit. On peut oublier aussi certaines choses, ça peut être des directives concernant l'arrêt de la nutrition, l'arrêt des perfusions, mais on a beau être professionnel de santé, le fait d'avoir un accompagnement autre, et notamment du médecin, c'est quelque chose aussi qui va nous aider dans cette démarche, qui va se présenter en soutien aussi. Donc, moi, c'est de cette façon que j'ai procédé pour la rédaction. Et jusqu'à présent, celles que j'ai rédigées me conviennent encore actuellement, donc je ne les ai pas remises à jour. Michel, Oui, mais alors moi, je n'avais pas compris la question, excusez-moi, Xavier. Moi, je n'ai pas écrit des directives anticipées pour moi. Si vous voulez, j'ai accompagné des personnes, c'est pour ça. Et pour moi, je n'ai rien fait. Je suis désolé. D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. J'avais mal compris la question. Il n'y a pas de souci, mais et ces personnes, vous les accompagnez, vous êtes seul pour les accompagner? Au départ, oui, mais après, je les mets, si vous voulez, en relation, soit avec leur médecin, traitant, et soit je les invite quand même à entrer en contact avec leur notaire. C'est ce que, si vous voulez, c'est un petit peu ce que j'ai dit au départ. Vous voyez, c'est un peu la pratique que nous avons. Voilà. Élodie, Jean et Bernard Morisseau, vous avez désigné une personne de confiance, mais pas de directives anticipées. Élodie, pourquoi ce choix? Alors moi, je me sens plus à l'aise avec cette idée de personne de confiance dans la mesure où c'est une personne qui va peut-être plus évoluer avec nous. On va aussi évoluer personnellement sur un cheminement. Je trouve que ça sera plus sensible et plus, à condition effectivement que ce soit une personne
partage des valeurs, partage de l'évolution de vie, etc. Mais je trouve que c'est plus, il y aura plus de fidélité à l'idée ou à l'intentionnalité qu'à la lettre. Moi, c'est la différence entre le sens et l'écrit. Moi, l'écrit figé me fait un peu peur et je ne me sens pas aujourd'hui capable, alors que je ne me sais pas malade, d'écrire ce que je souhaiterais. Et j'ai en tête l'exemple d'une amie qui, très jeune, avait une maladie incurable, hein, avec forte évolution, et qui avait dit: le jour où je serai en fauteuil roulant, ma vie n'aura plus de sens. Aujourd'hui, elle est en fauteuil roulant et sa vie a beaucoup de sens. Et c'est la problématique de l'évolution des perceptions qui, pour moi, est peut-être plus fidèle avec une personne de confiance qui portera plus un sens que des mots. Mais Bernard c'est très Morisseau. personnel, hein. Oui, bien sûr, Bernard Morisseau. Oui, ça me semble, enfin, ça a été beaucoup plus facile pour moi de désigner une personne de confiance que d'écrire mes directives anticipées. C'est forcément quelqu'un de très proche avec qui j'ai pu parler aisément, je dirais, de la mort, de la maladie, hein, parce que inévitablement autour de soi, on est confronté, quand j'ai l'âge que j'ai, quand on a l'âge que j'ai, je veux dire, forcément à des situations comme celle-ci. En revanche, comme Élodie, transcrire les choses sur papier, c'est tout à fait différent. Et je ne sais pas, puisque je suis en bonne santé, comment je serai en capacité de réagir face à la maladie. Est-ce que ce que je souhaite aujourd'hui, est-ce que ce sera ce que je souhaite demain? Je ne sais pas. Et si j'ai des troubles psychocognitifs, et fort probablement, si j'ai la chance de vivre vieux, je ne sais pas du tout ce que je pourrais penser, ce que je réfléchirais à l'époque, même si je ne peux pas m'exprimer, qu'est-ce qui se passera, je dirais, à l'intérieur de moi, point d'interrogation, grand mystère. Donc, avoir figé les choses, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, peut me faire un petit peu peur, oui, j'avoue. Bon. Et c'est là qu'on voit toute la problématique, parce que nous sommes a priori en bonne santé, nous avons le temps, et toutes ces questions, nous nous les posons. Alors, il est bien évidemment évident que une fois arrivé en EHPAD, un petit peu dans l'urgence, ce soit encore plus difficile de remplir et les directives anticipées ou de choisir, ou les deux, en tout cas, une personne de confiance. Tout à fait, parce que n'oublions pas quand même qu'en moyenne, alors moi je vois actuellement la moyenne d'âge, hein, d'entrée en EHPAD aujourd'hui, nous, est de 90 ans, hein, avec des moyennes d'âge de 95 ans de résidents aujourd'hui, hein. Donc, on imagine bien qu'on peut demander aussi aux EHPAD des choses qui ne sont pas tenables, hein. Donc, l'information d'amont est effectivement nécessaire. Comme je disais, ça nécessite aussi peut-être des moyens humains, économiques, mais qui ne tiennent pas qu'à nos structures. Voilà, qu'on ne fasse pas peser tout le poids de cela sur les EHPAD, sur le personnel, et puis également sur les aidants comme ceux de l'association Alzheimer 49 ou des autres départements. Il est 16h, on arrive à la fin de ce webinaire. Aurélien Duthier et Miguel Jean, vous voulez peut-être réagir l'un et l'autre qui n'ont pas rédigé de directives anticipées ou désigné de personnes de confiance. Peut-être que ça se fera suite à ce webinaire, et peut-être que certains qui nous ont écoutés auront cette démarche également en tête par la suite. Aurélien, Miguel, je vous laisse la parole. Aurélien, tout d'abord. Juste quelques petits mots pour dire que vraiment pour remercier tous nos intervenants et vraiment sur ces questions, il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup de réflexions à mener, hein. Et effectivement, ces derniers propos que vous avez pu mener là sur les écarts entre l'écrit, entre ces supports, ces traces qui restent, et puis effectivement l'évolution des préférences et des choix, c'est aussi un élément important. Donc un autre élément aussi peut-être qui fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire, mais c'est vrai que la loi de 2016 a donné un caractère contraignant aussi à ces directives anticipées, qui peut s'opposer même au choix ou des décisions des professionnels. Donc c'est pas non plus anodin, et ça donne une force
d'autant plus grande à ces outils, à ces dispositifs. Donc, c'est d'autant plus important de penser leurs limites également à ces outils. Donc, peut-être ça fera l'objet de prochains webinaires ou en tout cas de prochaines réflexions, mais on voit combien c'est des sujets absolument essentiels et importants. Donc, moi, je remercie beaucoup tous les intervenants pour la richesse de leur expertise, de leur éclairage sur ces questions. Miguel? Et puis, constater ensemble qu'on peut parler d'EHPAD sans avoir un discours trop négatif. Et je trouve ça extrêmement riche et réjouissant qu'on soit capable de construire ensemble des pistes de réflexion sur un thème qui est quand même largement débattu en ce moment. Donc, merci à vous pour cette sincérité dans vos propos et puis pour la richesse des éclairages que vous avez pu apporter. Et puis, pour revenir à ce qu'on disait autour de cette pédagogie nécessaire, parce qu'il faut quand même continuer à expliquer aux plus jeunes, Pauline nous montre la voie, ce que sont ces outils, de façon à ce qu'on se les approprie. Mais je crois qu'on est face à un tabou qui a été évoqué, qui est celui de la mort. Et plus on en parlera, mieux ça sera, et ça ne nous fera pas mourir en plus. Et peut-être qu'il est plus facile de parler jeune de la mort, même si on n'y croit pas, que quand justement on s'en approche. C'est une question à se poser. Prochain webinaire, c'est le 24 mars. Aurélien, vous voulez peut-être l'annoncer? C'est ça, sur la problématique des majeurs protégés. Donc, ce sera un webinaire sur les tensions, les dilemmes éthiques qui se présentent pour les tuteurs, les curateurs, que ce soit pour les professionnels ou dans de la tutelle à l'échelle de la famille. Mais effectivement, un certain nombre de dilemmes, comment protéger tout en respectant la liberté. Ça, c'est des dilemmes éthiques qu'on rencontre quand même dans beaucoup de situations. Et là, on aura l'occasion de pouvoir déplier les différents dilemmes qui se présentent pour les mandataires. Voilà, vous êtes tous bien sûr les bienvenus lors de ce webinaire qui aura lieu le 24 mars à partir de 18h jusqu'à 19h30. Je vous remercie à toutes et à tous d'y avoir participé, également à vous qui avez pu y assister et qui avez envoyé vos questions. Merci beaucoup et je pense, vous allez me corriger Aurélien, Miguel, mais qu'on peut revoir le webinaire sur YouTube. Bien sûr. Et puis un mot quand même, Xavier, pour vous remercier pour la qualité de votre animation. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir à tous et à toutes et puis à très bientôt le 24 mars. Au revoir.